Bonjour à tous, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition des rencontres d'affaires liées à la mobilité et la transformation digitale. Je vous propose d'aborder ce sujet de la transformation digitale sous le prisme de l'innovation. L'innovation qui, de façon définitive, en 2018, s'impose aux entreprises et impose avec elle à la fois un minimum, voire un maximum, beaucoup d'agilité, impose aussi bien entendu, d'être innovant et d'être résolument orienté, focusé, axé sur le client. Mais peut-on encore miser sur l'innovation en restant sur ses acquis ? C'est une grande question dont on va parler aujourd'hui avec des invités d'exception, des membres du comité de direction du département digital de Maud Bailly, je vais y arriver, CDO du groupe Accor Hôtel, que j'ai invité pour une immersion exceptionnelle au sein d'un comité de direction délocalisé sur Monaco. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Vasquez, Soumya Djali et Fabrice Otano. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, qui dit comité de direction dit ordre du jour. Et on a un slide qui présente l'ordre du jour. Merci d'avoir accepté cet exercice. C'est assez atypique, donc c'est un challenge pour nous. 4 grands sujets dont on va qu'on va aborder. Les grands chantiers de la stratégie digitale. Comment est-ce que ce fameux parcours client a été redéfini sur l'ensemble des canaux digitaux ? ACDC qui est venu mettre un peu son nez dans la stratégie digitale, on vous en dira davantage, et les chantiers à venir. Donc je vais m'installer à côté de vous. Alors je vais démarrer avec vous. Émilie, Accor Hôtel avait il y a quelques années annoncé un plan de transformation de 225 millions d'euros, avec la volonté de s'ancrer dans un virage davantage technologique. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous avez évolué indépendamment de ce plan de transformation ? Où est-ce qu'en est votre stratégie digitale ? Merci Majda. Alors avant de rentrer peut-être directement dans la stratégie digitale, est-ce que vous pouvez nous présenter aussi vos peut-être dire quelques mots. Alors oui, vos différents. Oui. Ok, déjà qui on est. Donc je suis Émilie Vasquez avec Soumya Djali. Nous co-dirigeons ensemble le département e-commerce et digital pour le groupe sur un périmètre mondial. Et nous avons chacune, on va dire, une majeure dominante. Moi, je suis plutôt la spécialiste en marketing digital. Et moi, je suis spécialiste des parcours clients, de l'expérience client, et mon objectif, c'est de faire en sorte qu'on maximise les revenus sur nos canaux directs. Et Fabrice, en charge de toute la partie data. Voilà, moi je suis le Chief Data Officer du groupe. Donc j'ai comme charge de collecter toutes les données utiles à l'intérieur du groupe, mais aussi les données externes utiles au groupe, de pouvoir les utiliser au mieux pour les restituer vers les business, d'amener de l'anticipation, du contrôle sur le business et d'optimiser l'impact, les ROI de tout ce qu'on fait. Voilà, et j'allais effectivement dire que sans Fabrice et toute son équipe, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire aujourd'hui, puisque la data, je pense que vous le savez tous, est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait quand on parle de digital. Alors peut-être avant du coup de rentrer sur toute la composante de stratégie digitale pour le groupe Accor Hôtel, peut-être vous redonner quelques éléments de contexte sur qui on est et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc Accor Hôtel, aujourd'hui, je pense que vous le savez à peu près tous, on a à peu près 4300 hôtels à travers le monde, on est présent sur une centaine de pays. Et on a globalement des marques et des hôtels qui couvrent toute typologie de segments, c'est-à-dire du luxe jusqu'à l'économique. Et je pense qu'il y a pas mal de marques que vous connaissez. Ça va de marques historiques comme Ibis, Novotel, Sofitel, etc. Et avec des nouvelles marques que nous avons un petit peu plus récemment acquises. Alors, le groupe Accor Hôtel, aujourd'hui, il est en train on va dire, de vivre et d'entreprendre une transformation assez importante et assez massive, et surtout à l'échelle de nous tous, ensemble de collaborateurs à l'intérieur du groupe. On a opéré, il y a quelque temps, assez récemment, une scission finalement de nos 2 métiers historiques que l'on avait jusqu'à présent, avec d'un côté, on va dire, la création d'une filiale Accor Invest, qui va se concentrer désormais, on va dire,
sur son métier historique qui est l'optimisation des assets immobiliers et de la propriété physique des hôtels. Et de l'autre côté, Accor-Hôtel qui va se concentrer donc du coup quant à elle sur le métier historique d'opérateur hôtelier, ce que nous sommes. Et alors finalement, on va dire que cette transformation, elle est extrêmement significative pour nous tous qui travaillons dans le groupe, dans le sens où finalement, on a affaire à un nouveau business model et on devient vraiment des service providers. Alors, service provider, c'est un concept qui est très important pour nous parce que, en fait, à partir de maintenant, on a finalement 2 clients que l'on se doit d'adresser avec la proposition de valeur la plus complète, la plus sexy, la plus alléchante possible, faire en sorte qu'on soit choisi par eux. D'un côté, le client final, c'est-à-dire celui qui va réserver sur nos plateformes digitales et qui va séjourner dans nos hôtels. Et puis de l'autre côté, les hôtels et les partenaires avec lesquels on travaille. Et pour lesquels il va falloir qu'on soit capable d'imaginer, de concevoir et de développer finalement les produits, les services, les outils qui vont leur être le plus utiles pour assurer à la fois la distribution de leurs hôtels, mais aussi donc la façon dont ils sont exposés sur le digital, et puis aussi tous les outils qui vont leur permettre en tout cas d'optimiser l'expérience qu'ils vont apporter aux clients qui vont séjourner dans leurs hôtels. Voilà. Alors, pour en venir à Accor-Hôtel de façon un petit peu plus précise, l'ambition aujourd'hui que l'on a et qui est portée par notre CEO Sébastien Bazin est finalement de concevoir et de développer une vision d'hospitalité augmentée. Alors ça passe par quelque part la structuration de toute notre activité autour de 3 verticales métiers différentes. D'abord, le développement de notre cœur de métier, c'est-à-dire celui d'opérateur hôtelier, celui avec lequel on est né et qui représente aujourd'hui encore, on va dire, une très grosse partie de notre activité. Donc là, c'est finalement comment est-ce qu'on va développer et continuer de développer notre position de leadership sur les marchés cibles qui sont importants et clés pour nous dans notre développement. Donc ça passe par l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique, mais aussi l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine. C'est des marchés sur lesquels on se doit de renforcer un leadership. Ça passe par aussi le renforcement de notre portefeuille de marque. Il faut avoir en tête qu'en 4 ans, on a quasiment doublé notre portefeuille de marque. Donc ça aussi, c'est un élément qui est tout à fait clé et important. Et on a renforcé finalement notre offre sur le segment luxe en faisant un certain nombre d'acquisitions, Fairmont, Raffles, Swiss Hotel ou d'autres marques encore, et en investissant aussi le segment lifestyle parce que c'était important aussi pour nous de répondre à ces nouvelles recherches d'expérience par nos clients. Donc ça, c'est le premier, c'est comment est-ce qu'on développe au travers de tout ce qu'on va faire en digital notre cœur de métier. Alors la deuxième verticale qui est importante, c'est comment est-ce que finalement on étend les activités du groupe et comment est-ce qu'on va conquérir des nouveaux territoires d'hospitalité. Donc c'est là qu'interviennent des nouvelles activités comme le private rental, donc la location d'appartements ou de villas d'exception. Alors nous, on est plutôt positionné sur le luxe et on combine ça avec quelque part aussi un service hôtelier, ce qui fait notre différence par rapport à des acteurs qui existent sur le marché déjà. On a également ouvert des portes sur tout le métier de service de conciergerie, des services digitaux aussi qui sont apportés et qui sont bâtis et construits pour des acteurs et des hôtels à travers le monde, avec des sociétés telles que Fast Booking ou Avelpro qu'on a acquises et qui nous permettent d'avoir aujourd'hui une vraie proposition de valeur dans le domaine du digital pour nos partenaires hôteliers. Voilà, donc ça c'est comment est-ce qu'on va conquérir et étendre des nouveaux territoires. Et puis ensuite, une dernière verticale qui est aussi importante, et vous allez le voir, on fera le lien avec tous les sujets de transformation culturelle, c'est toute une nouvelle verticale qui consiste à adresser pour nous, on va dire, des services pour des personnes qui ne vont pas nécessairement être hébergés dans nos hôtels. Donc, c'est-à-dire en fait tous les habitants qui habitent autour des hôtels et pour lesquels on peut là aussi bâtir une vraie proposition de valeur et des vrais services tels que Accor Local par exemple, qui est en fait ni plus ni moins une application mobile et qui permet à des clients ou à des habitants à proximité de nos hôtels de bénéficier de toute une série de services à l'intérieur de l'hôtel. Voilà. Donc ça c'est un petit peu sur le groupe. Alors, évidemment, donc le digital, on va beaucoup en parler, l'innovation est au cœur un petit peu de toutes ces verticales métiers.
Mais je pense que concrètement, on ne peut pas parler non plus de transformation, d'innovation et de digital sans parler aussi des hommes et des femmes. Et je pense que voilà, derrière toute transformation et au travers d'innovation ou digital, il y a des hommes et des femmes qui se doivent avant tout et pour tout d'adhérer à la vision globale, à l'histoire dans laquelle on souhaite s'ancrer. Et pour ça, et nous, on a entrepris beaucoup de choses là-dessus. Il est très important donc justement d'assurer cette transformation à la fois culturelle et managériale, surtout dans des groupes qui ont la taille du nôtre. Voilà. Donc, peut-être pour partager avec vous quelques mots là-dessus. Eh bien, j'écoute. Voilà. Non, et avant de passer la parole à mes collègues. On a entrepris il y a quelques mois une initiative d'ailleurs qui a fait beaucoup parler d'elle sur le marché avec la création d'un Shadow Comex à l'intérieur du groupe. Dont vous faites partie. Dont j'ai fait partie, sur la première génération. Et là, on vient de passer le flambeau à une deuxième promotion de Shadow Comex. Alors, le Shadow Comex, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve, en termes de retour d'expérience et de partage, sur lequel on va passer vraiment 2-3 minutes. Mais alors, qu'est-ce que c'est déjà, c'est un miroir, finalement, du comité exécutif du groupe, composé avec des jeunes talents qui font partie du groupe, qui ont globalement entre 25 et 35 ans, à peu près, et qui ont pour mission et pour objectif au quotidien de disrupter le comité exécutif. Voilà, pour faire simple. L'intérêt derrière ça, en fait, il est double. Il est à la fois pour un groupe qui a la taille du nôtre, de pouvoir finalement se sourcer d'idées nouvelles, identifier des nouvelles tendances qui vont émerger de partout dans le monde, puisque ce Shadow Comex, en fait, était constitué de 13 personnes qui étaient de 7 nationalités différentes et implantées géographiquement partout dans le monde. Et donc là, on a cette capacité, au travers de ce maillage géographique, finalement, d'identifier plein de nouvelles tendances qui peuvent émerger à travers le monde et de les remonter au plus haut niveau de l'entreprise, vraiment de façon extrêmement rapide. Et derrière, d'imaginer et de concevoir finalement des POC ou des tests qui vont nous permettre de gagner en agilité ou en time to market. Donc voilà, ça c'est un premier élément, je pense, qui est intéressant et qui a beaucoup fait ses preuves au travers de quelques sujets sur lesquels on a beaucoup travaillé. Et puis je pense que derrière, un deuxième objectif ou un deuxième intérêt derrière une initiative de ce type, c'est aussi de se doter de la capacité finalement d'attirer et quelque part de créer un engagement fort auprès d'une cible finalement plus jeune qui n'aurait pas nécessairement pensé rejoindre un groupe comme le nôtre, qui n'est pas forcément un pure player, et puis voilà, de les engager dans le temps et de les fidéliser avec nous. Rapidement, même si on n'avait pas prévu cette question, sur le Shadow Comex et les quelques POC que vous avez besoin, les usages que vous avez mis en avant, est-ce que vous pouvez nous illustrer, nous dire un peu, donner un exemple? Bien sûr, je vous ai parlé d'accord local il y a quelques minutes, cette initiative donc, de développement de services communautaires pour des résidents de quartier à proximité de nos hôtels. Ça, c'est typiquement une idée qui a émergé au travers du Shadow Comex. Et puis, je vous parlais tout à l'heure du lancement de quelques marques dans le domaine lifestyle pour le groupe. Eh bien, on a inauguré, on a testé avec ce Shadow Comex des nouvelles méthodologies de travail sur le développement du concept Joe & Joe, qui est un concept à destination des millennials, qui a été complètement co-construit avec le Shadow Comex et également co-construit avec les clients cibles et futurs de ce concept-là. Ok, merci. Fabrice, sur la partie data, tout à l'heure, Émilie le disait, elle est centrale dans l'ensemble des dispositifs, des stratégies qu'on veut décliner au sein du groupe. Vous avez bien entendu remis à plat toute la partie structuration autour de la data. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors, la chance qu'on a chez Accor, c'est qu'on a quelques grands domaines de données qui sont déjà assez centralisés. Donc on a tout le système financier, où j'ai chaque jour les statistiques financières de tous les hôtels dans le monde qui arrivent au même endroit. On a un très beau, très puissant programme de fidélisation et qui a derrière une base de données client centrale pour l'ensemble des pays du monde d'Accor. On a un système central de réservation où je suis capable d'aller chercher toutes les réservations. On a passé le cap des 400 millions de réservations récemment au même endroit. Donc j'ai déjà la finance, le customer, la distribution qui sont aux mêmes endroits. Alors c'était des silos, bien sûr. Mon job, ça a été de les ramener au centre dans un data lake. C'est, pour ceux qui connaissent le monde de la data, c'est une distribution Hadoop qu'on utilise pour mettre toute cette donnée-là.
Plus on y a rajouté énormément de données complémentaires, tous les Google Analytics qui nous permettent derrière de suivre les parcours clients sur les sites web. Des données externes, par exemple tous les événements mondiaux, on draine 1,4 million d'événements dans le monde. On sait très bien que ces événements ont un impact fort sur le taux d'occupation de nos hôtels. On est capable de calculer les corrélations entre l'arrivée d'un événement, comme celui-ci aujourd'hui, sur les hôtels de la Principauté. On sait que ces 2 jours vont permettre de mieux remplir nos hôtels. Donc on a beaucoup de données externes. Bien sûr, tous les prix qui sont faits par la concurrence, puisqu'on est capable avec des robots d'aller chercher les prix des concurrents et de pouvoir s'aligner aussi dans une stratégie de pricing. Donc toutes ces données-là sont rassemblées dans une seule et même infrastructure qui a vocation à partager la donnée sur l'ensemble des entités du groupe, à la fois les métiers centraux, le web, le customer, les sales, le revenu management, mais aussi tous les hôtels dans le monde, et donc redistribuer cette donnée vers les hôtels de manière intelligente. Vos clients en interne, c'est de façon exhaustive? De façon exhaustive, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est absolument tout le monde. Oui. Je commence même à travailler avec les RH. C'est très amusant. On a fait des premières études sur, pas la corrélation, mais l'impact sur le résultat d'un hôtel de sa diversité entre hommes-femmes et de degré de satisfaction interne des collaborateurs dans l'hôtel. Et plus la diversité est grande, plus le taux de satisfaction interne du personnel est haute, plus la rentabilité de l'hôtel est forte. D'accord. C'était une petite étude qu'on a faite comme ça, mais basée sur nos 4000 hôtels. Ok. Alors Soumya, je viens vers vous. Comment est-ce que finalement, sur la base aussi de ce que redisait tout à l'heure Émilie, comment est-ce qu'on fait germer des idées, qu'on les développe, qu'on les déploie et qu'on embarque l'ensemble des entités qui doivent collaborer pour faire en sorte de mener à bien le projet? Comment est-ce que vous procédez? Alors, chez Accor, on a la chance d'être dans un groupe où il y a énormément d'idées à la minute et qui viennent de partout, aussi bien de réceptionnistes, de collaborateurs au sein du siège. On a la chance aussi d'avoir des bureaux dans les pays qui nous alimentent aussi et nous permettent d'adresser toutes les subtilités culturelles auxquelles on ne pense pas depuis le siège parisien. Et Émilie le disait tout à l'heure, on a 2 clients à service au niveau du web et des services digitaux qu'on propose, les hôteliers, et puis avoir une proposition de valeur forte pour ce qu'on appelle nos guests, c'est-à-dire les gens qui viennent séjourner dans nos hôtels ou viennent utiliser des services sans être forcément voyageurs. Donc on est de plus en plus dans un mode co-design. C'est-à-dire qu'on va, à partir de ces idées-là, les tester en permanence, et puis voir si cette appétence-là, elle prend. Donc, dès la conception, on a évidemment nos convictions et des intuitions fortes qu'on soumet à la sagacité de populations auxquelles on cible. Donc, on rassemble c'est aussi bien des vrais clients. Hein, on a la chance aussi d'avoir, Fabrice mentionnait notre club de fidélisation, le club Accor Hotel, où on a des membres qui sont très engagés au sein de nos marques et qui sont toujours très volontaires pour participer à la conception de nos services. Je vous évoquerai un cas très concret tout à l'heure quand on reparlera de la définition du parcours client. Et donc, on parlait de transformation culturelle. Nos employés, nos collaborateurs, s'habituent à ce mode de travail qui est nouveau. Et puis, si une idée ne prend pas, on l'abandonne. Et c'est pas un problème. Et comme on a plusieurs idées, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on les teste. Et puis, on prend celles qui rassemblent le plus de succès. Donc, on parle de plus en plus au sein du groupe de la culture de l'usage. Donc, c'est ça qui va aussi driver, qui va être un élément de décision fort. Est-ce que ce service-là est et même une fois il se trouve qu'on a la chance d'avoir des parcours clients qui sont riches, on va regarder de plus en plus, est-ce que c'est utilisé, c'est pas utilisé. Si c'est pas utilisé, on n'aura aucun scrupule à arrêter ces services-là. Et puis, est-ce que ces services sont appréciés aussi ou pas, et si c'est pas le cas, on va aussi ne pas hésiter à rassembler des utilisateurs pour leur demander comment on pourrait les améliorer. Donc voilà, donc on a et en fait, pour participer aussi à l'évolution culturelle, de plus en plus on filme ces tests qu'on fait et on les diffuse, et ça permet aussi de dépassionner les débats parce que forcément tout le monde a un avis sur la question.
Ça, c'est sûr. Je pense que pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Soumia, je pense que cette notion de lancer, de tester et en fonction des résultats d'arrêter, c'est quand même, ça a l'air de rien comme ça, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'assez fort, spécialement dans un marché comme la France, où en fait on fait souvent le raccourci avec une notion d'échec, et c'est pas forcément dans notre culture que de se dire ok, on lance et puis si ça marche pas, ça s'arrête. C'est beaucoup plus dans la culture américaine, par exemple. Et donc ça a l'air de rien comme ça, mais finalement pour réussir à faire bouger les lignes sur ce genre de choses dans un grand groupe installé comme le nôtre, qui est français à la base, c'est pas forcément évident. Alors, on va illustrer, maintenant on va rentrer dans les usages et on va faire un point parce que lors du dernier comité de direction, on avait parlé de parcours clients digitaux, on avait parlé de tout ce qu'on doit faire pour les hôtels aussi, dans la continuité du parcours du client. Alors, Soumia, où est-ce que vous en êtes justement dans la redéfinition des parcours digitaux ? En matière d'usage. Alors, il se trouve que on avait des parcours digitaux aussi bien sur nos interfaces web, qu'elles soient desktop, ou mobile ou tablette, ou sur notre app Accor Hotel, que je vous invite tous à télécharger d'ailleurs. Et donc, elles étaient très riches. Il y avait beaucoup de features, beaucoup de services qui sont proposés. Et puis, on a quelques KPI, des indicateurs clés que l'on mesure. Et on avait beaucoup de retours de clients qui nous disaient qu'on pouvait mieux faire, qu'on pouvait être plus rapide que le mobile. Donc ça, on s'est dit aussi que c'est devenu notre priorité, de concevoir des parcours qui soient efficaces, fluides, simples à utiliser sur le device mobile. Sachant que beaucoup de gens chez nous aussi réservent pas forcément très longtemps à l'avance, et quand on sait que 80% des réservations sont faites aux dernières minutes, c'est-à-dire à beaucoup dans le monde du travel en général à J-5, donc voilà, et elles sont faites sur le mobile, ces 80%, donc ça devient un écran clé qui devient incontournable, sur lequel on se doit et on a l'ambition de devenir champion. Donc là-dessus, on s'est dit comment on peut adresser ça. Et ben là, pareil, comme pour rebondir sur ce que disait Émilie, on a eu une volonté d'alléger au maximum, de repenser ses parcours, d'être focusé mobile et de se dire voilà, ce qu'on affichera, enfin less is more, on va vraiment afficher le minimum possible pour pouvoir afficher les informations les plus pertinentes, personnalisées, mettre en avant les avantages, les bénéfices de notre parcours de fidélisation, qui soit avoir des tarifs lisibles. On a aussi une volonté de concevoir des parcours qui soient pertinents pour l'ensemble des 100 pays que l'on couvre. Donc, je vais juste vous citer un exemple. La Chine, pour nous, ça devient un marché émetteur qui est clé. Donc, c'est un marché de 300 millions de Chinois par an qui voyagent et qui sont pour nous une population que l'on souhaite capter. Mais une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi ? Quand vous savez que 80% des Chinois payent avec des solutions de type WePay, Alipay et UnionPay, voilà, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément leur demander leur numéro de carte bleue. Quand on sait qu'ils écrivent quasiment plus de mails, mais qu'ils utilisent la messagerie de WeChat, voilà, ça veut dire qu'il faut se re-questionner sur notre méthode de contact, nos méthodes de contact, et d'enrichir notre base CRM, non pas d'une adresse email, mais d'un identifiant WeChat ou d'un numéro de mobile. Quand vous savez donc qu'ils n'ont plus de monnaie fiduciaire, enfin voilà, ça veut dire aussi que dans nos hôtels, il faut aussi les accueillir de manière personnalisée. Donc concevoir depuis Paris des parcours qui parlent aussi bien à un Chinois qu'à un Brésilien, qu'un Américain ou qu'un Allemand, voilà, ça veut dire que d'un point de vue UX, la partie UX devient clé et devient un élément de conception qui est incontournable. On a aussi voulu refléter une identité visuelle forte pour valoriser nos assets. Valoriser nos assets, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de promouvoir le mieux possible nos produits hôteliers, avoir des photos. Enfin, on le sait tous, dans un parcours e-commerce, la photo est un élément de décision clé et il faut pouvoir mettre en avant toute l'offre de services qu'un hôtel propose, des services aussi qui soient pertinents, exhaustifs, et tout ça, il faut que ça s'affiche en moins de 3 secondes sur un écran mobile.
Donc voilà, donc c'est composé avec ces différentes injonctions. Donc concrètement, comment on s'est organisé? On a monté des feature teams. Donc à la tête de ces feature teams, on a positionné un product owner. Et alors on a dit, cher feature team, voilà vos enjeux, voilà vos objectifs, qu'ils soient business, qu'ils soient d'un point de vue satisfaction client, qu'ils soient d'un point de vue technique en termes de temps de chargement. Voilà, il faut qu'on atteigne ces objectifs-là, aussi bien sur des parcours transactionnels, ce qu'on appelle chez nous le search and book, que sur des parcours inspirationnels. Donc, en adressant des différents personas, donc la cible business, les voyageurs qui se déplacent comme vous aujourd'hui, des familles, des couples, voilà, des gens qui sont nouveaux prospects, des gens qui sont des membres, voilà, s'adresser à ces différentes expériences et puis faire en sorte que notre baseline, qui est le feel welcome, se ressente aussi sur notre parcours digitaux. Donc que nos différents visiteurs, voilà, se sentent welcome sur nos sites. Donc c'est ça qui a drivé cette approche-là. Donc concrètement, on réunit des clients. Concrètement, quand on déploie donc on a des releases très régulières, des sprints. On travaille en sprint. Quand on déploie un sprint, avant, voilà, on était content, on avait une nouvelle release, on déployait et puis après on regardait les résultats. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on sort en A/B test. Donc c'est-à-dire que 50% de la population voit le nouveau parcours, 50% des autres voient l'ancien parcours. Et puis dès qu'on a constaté l'uplift et le niveau de satisfaction escompté, et ben on généralise à 100%. Voilà. Alors Fabrice, merci Soumia. Fabrice, d'un point de vue data et l'ensemble du périmètre que vous couvrez, vous nourrissez à quel moment et comment justement toutes ces stratégies liées à la refonte du parcours? Alors, dans mes services, il y a aussi quelque chose qui est très important, qui est le revenu management. Les revenus managers, c'est un réseau de 1000 personnes au sein des hôtels qui ont vocation à forecaster ce qui va arriver, c'est-à-dire prédire le taux d'occupation des hôtels. Quand je dis prédire, c'est vraiment à plus d'un an. Imaginez quelle est la stratégie du prix qu'on va mettre en place chaque jour pour chaque type de chambre et quels sont les canaux qu'on va utiliser pour distribuer nos chambres. Je fais cette introduction parce que la manière dont on va prédire ce qui va arriver est tout à fait cruciale par rapport au parcours client et la stratégie omnichannel qu'on va mettre en place. Vous savez qu'on est disrupté par les hôteliers, les agences en ligne, qui, pour remplir nos hôtels, nous demandent des commissions importantes. Donc, dès qu'on commence à vouloir remplir les hôtels, on se pose la question de savoir est-ce qu'on passe par nos propres canaux, et nos propres canaux, c'est nos sites internet, c'est nos applications, c'est notre stratégie de SIA, etc. Ou est-ce qu'on va être obligé aussi d'ouvrir la réservation via ces agences en ligne qui nous coûtent beaucoup, mais qui en même temps nous remplissent. Et un hôtel vide, ça sert à rien de le remplir de vide. Donc, il faut à un moment donné qu'on puisse payer. Donc l'équilibre qu'il va y avoir en disant je suis capable de savoir ce qui va se passer, ce que vont faire mes concurrents, quels sont les événements qui vont impacter mon hôtel, quel est l'investissement que je vais faire sur Google pour me mettre en avant sur des périodes clés pour nourrir les hôtels en fonction des origines, on a parlé des Chinois tout à l'heure, etc. Donc on va mettre en adéquation les périodes de besoin des hôtels avec des marchés émetteurs pour remplir ces hôtels au bon moment. La stratégie qu'on va avoir pour dire est-ce que je remplis mes hôtels avec mes vendeurs, parce qu'on a beaucoup de ventes qui s'adressent à des groupes corporate, etc. C'est ce que j'ai rempli avec mes sites directs, ce que je l'ai rempli avec les hôteliers. Tout ceci, on va recomposer en fait tous les parcours clients pour optimiser le taux de remplissage et la rentabilité nette de nos hôtels. Donc ça, c'est une partie très importante de notre business qui est absolument cruciale pour notre rentabilité. Tout ça, c'est basé sur des données, des moteurs de recommandation, des moteurs des algorithmes pour pouvoir justement prédire et remplir au bon moment. Et, pardon, Gilles de Richemont n'avait pas pu se joindre à nous, mais toute la collaboration avec l'IT, à quel moment ça interfère? Est-ce que c'est bien en amont? Ou est-ce que vous pouvez nous expliquer comment cette collaboration se fait? C'est au quotidien. Enfin, en tout cas, côté data, les infrastructures sont gérées par l'informatique. Moi, j'ai mes équipes qui sont très tech, qui interviennent à l'intérieur du data lake pour manipuler les données, puis ensuite les envoyer vers les utilisateurs. Je pense que sur le mobile, c'est exactement la même chose. Oui, donc je vous parlais de feature team tout à l'heure. Enfin, évidemment, ce sont des équipes pluridisciplinaires et les product owners travaillent de manière, j'ai envie de dire, fusionnelle avec les équipes IT, les développeurs, les lead tech. Enfin, on est sur un secteur qui est drivé par la technologie. Donc évidemment, la technologie drive aussi les usages et c'est vraiment un travail au quotidien, qui se matérialise au quotidien. Oui.
Et le Aussi bien recrutement dans de la Gilles conception. est tout à fait emblématique, puisque Gilles a mis en place justement toutes les feature teams au niveau de Oui et de SNCF.com. Donc là, on a le bonheur de pouvoir le récupérer. Il amène un grand savoir-faire dans l'organisation de ce mode de travail. Émilie, justement, on a un joli parcours qui est défini, qui colle aux usages. Comment est-ce qu'après, on va chercher des gens, on draine, on capte et on optimise aussi les investissements? Oui, c'est clair. Enfin, c'est pour ça que la collaboration entre les équipes data et évidemment nous, côté e-commerce, elle est juste cruciale. Aujourd'hui, dans les enjeux qu'on a en matière de marketing digital et de génération de demandes, de captation de la demande là où elle est, pour driver le trafic le plus qualifié qui soit sur l'ensemble de nos plateformes digitales, c'est là que la data joue un rôle tout à fait clé. On a lancé pour ce faire un important projet également, il y a de ça maintenant 18 mois environ, en commençant à initier donc les premières étapes pour se doter d'une data management plateforme. Donc c'est un petit peu le sujet pour les experts de marketing digital, le sujet compliqué du moment à appréhender. Alors le choix qu'on a fait, toujours dans cette volonté de test and learn, de gagner en agilité et aussi en time to market, et compte tenu des enjeux qu'on a en matière d'acquisition qui sont gigantesques, c'est des budgets qui sont colossaux. Enfin, je pense que vous le savez tous. Voilà, les campagnes de search marketing qu'on est obligé de faire, des campagnes sur les comparateurs de prix, en display, en programmatique, etc. Le data occupe et va occuper une place de plus en plus importante dans ces campagnes-là. Pourquoi ? Tout simplement parce que, elle va nous permettre de gagner en pertinence au travers de messages plus personnalisés auprès des différentes audiences qu'on va aller targeter, que ce soit des prospects, mais pas que d'ailleurs. C'est aussi de se doter de la capacité d'aller toucher des clients, des membres de notre programme de fidélité, sur des touchpoints qui ne sont pas nos plateformes digitales. Parce que, on le sait, on envoie beaucoup d'emails, mais les taux d'ouverture sont ce qu'ils sont. Et puis, on a la capacité aujourd'hui, au travers de la data, d'aller toucher ces personnes-là lorsqu'ils font autre chose sur le web. Donc, de gagner en pertinence grâce à on va dire des messages plus personnalisés, et deux, d'optimiser aussi finalement tous les investissements qu'on met sur la table pour aller chercher cette demande. La stratégie qu'on a souhaité mettre en place il y a quelques mois, c'était principalement du coup, dans cette logique de test and learn, de capitaliser sur le stack qu'on avait, sur le Google Stack qu'on avait, plutôt que de prendre finalement une DMP on the shelf qui aurait été finalement assez coûteuse au regard du manque de visibilité qu'on avait sur les effets de levier et d'incrément de business potentiel. Et ensuite de gagner en time to market. Donc on a déployé ces premiers POC au travers de notre stack qu'on avait déjà en place, qui ont été d'ailleurs très prometteurs sur l'ensemble de nos campagnes pour accorhotel.com. Sur le first party data. Exactement, sur la first party data, tout à fait, dans des logiques de ciblage avancé, de lookalike, etc. Mais aussi dans des logiques d'exclusion de certaines audiences pour lesquelles on a regardé ensuite derrière la propension de ces audiences éventuellement à revenir chez nous par le biais d'autres canaux de génération de trafic. Et maintenant, je pense que l'enjeu par rapport à ça, c'est de regarder dans quelle mesure finalement ce qu'on a déployé, ce qui existe aujourd'hui, est finalement déployable ou scalable à l'échelle de qui nous sommes, c'est-à-dire un groupe d'envergure internationale. Voilà. Comment est-ce qu'on s'assure que demain, l'ensemble des équipes qui opèrent dans les pays et qui ont aujourd'hui la main sur des budgets marketing locaux, comment est-ce qu'on arrive à, définir le bon modèle de gouvernance sur la gestion de cette DMP, et deux, comment est-ce qu'on s'assure et finalement quelles sont les modalités d'utilisation et d'exploitation de cette DMP. Donc là, on est en plein dans cette deuxième phase, et c'est là qu'on a beaucoup de travail en cours avec les équipes de Fabrice côté data pour faire en sorte... Juste rapidement, en termes d'architecture, on n'a pas acheté une DMP du marché qui coûte trop cher. Donc on descend en fait les Google Analytics via BigQuery dans le Data Lake, et le Data Lake, lui, interagit en temps réel avec des repoussoirs, avec des Criteo ou des retargeting, etc. Donc le Data Lake, c'est pas simplement un espace de stockage, c'est aussi un espace d'interaction temps réel avec des API, avec d'autres systèmes d'information. Donc c'est plutôt un SI data marketing qu'on a qu'un data lake. Voilà, il faut le voir comme ça. Alors, Soumia, vous vouliez nous présenter un use case autour des chatbots. Oui.
on est convaincu qu'il faut commencer à mettre un pied bien en prenant de l'élan sur tout ce qui est lié au conversationnel, parce que voilà, c'est anticiper les usages et commencer en mettant un pied dedans, mais de manière humble, c'est-à-dire en mode test and learn. Et dans ce cadre-là, on a lancé un chatbot qui est disponible alors volontairement, on a démarré sur la plateforme Facebook Messenger, donc qui s'appelle Phil. Phil, welcome. Et une faute d'orthographe dans Phil, quand même. Voilà, un peu volontaire. et du coup, en démarrant sur un tout premier use case, pour commencer justement à aussi éduquer et puis nous tester des choses en interne, des solutions, et sur la base, pour tous ceux qui pratiquent un peu les chatbots, on sait que c'est intimement lié à la data dont on dispose, la data structurée, la data non structurée, et faire en sorte de pouvoir, répondre de manière très humble sur des informations liées à nos hôtels. Bonjour Phil, je vais à Monaco, je cherche un hôtel à Monaco. Il vous propose par rapport à l'inventaire dont on dispose. Et sur des données qui peuvent être structurées, il sera forcément plus pertinent que sur des données qui ne le sont pas. Donc voilà, donc c'est vraiment des use cases sur lesquels on apprend en marchant. On sent que c'est quand même l'avenir. On sent que c'est quand même comme ça que nos futurs nos guests et en particulier la jeune génération, c'est aussi pour ça qu'on a démarré sur Facebook, souhaitent interagir. Et progressivement, on rend Phil donc plus pertinent en le coachant, en faisant du machine learning, et puis aussi en améliorant. Ça nous force aussi à mieux adresser notre donnée. Alors de la même manière, on y est allé de manière très pragmatique, en s'appuyant sur des briques. Pour les non-initiés, NLU, NLP de Google, donc voilà, toute l'intelligence qui permet de comprendre la requête et puis de la traduire avec une réponse pertinente. On suit des indicateurs comme le taux de compréhension, on suit des indicateurs comme la satisfaction client, puisqu'on demande à nos clients de les noter. Et puis on rend Phil de plus en plus intelligent en rajoutant des use cases. Typiquement, le prochain use case, vous aurez le plaisir de dire à Phil, trouve-moi un hôtel romantique à Bangkok. Alors je ne sais pas si ça existe un hôtel romantique à Bangkok, mais bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, et donc c'est vrai. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'un hôtel romantique, vous allez me dire? C'est pas nous qui allons choisir ce que c'est qu'un hôtel romantique. On va aller scruter ce que nos clients qui ont déjà séjourné sur un hôtel disent de nous sur les réseaux sociaux. Et donc, ça va nous permettre, parce qu'en plus, un hôtel romantique, pour un Français, ce sera pas un hôtel romantique pour un Japonais ou pour, ou des grandes chambres. Enfin, voilà, c'est somme toute assez relatif, ces notions-là. Donc, en tenant compte de la saisonnalité, qui est un critère clé pour nous, en tenant compte des différences culturelles, on va pouvoir progressivement passer, notre ambition, c'est de passer d'un chatbot qui informe à un chatbot qui deviendra, on le souhaite en tout cas, un assistant personnel, un concierge, un butler, et qui fera en sorte de vraiment être proactif, mieux connaître nos clients. Encore une fois, importance de la data, pour pouvoir anticiper les besoins, parce que vous avez passé une semaine difficile et que votre anniversaire approche, on va venir vous proposer de passer un séjour de rêve dans un de nos établissements. Et donc voilà, donc c'est d'un point de vue conversationnel, d'un point de vue expérience, on est en train de manière très test and learn, comme on dit, se développer sur ce créneau-là. Alors, il nous reste 1 minute, et en 1 minute, il faut parler de l'accord hôtel Customer Digital Card, qui est effectivement une nouveauté ACDC, effectivement, à destination des hôtels. C'est un projet vraiment dédié aux hôtels. Un des facteurs clés de notre différenciation, c'est l'expérience vécue en hôtel. On est capable de bien comprendre à travers un système qu'on appelle Voice of the Guest et à travers toutes les revues qui sont déposées par nos clients, quelle est l'appréciation que peuvent avoir nos clients sur nos hôtels.
De la même manière, dans notre base de données centrale, on a tout un tas de renseignements sur les préférences et sur les comportements de nos hôtels. L'idée première de ACDC, donc Accor Customer Digital Card, c'est de mettre à disposition toute cette information au front desk quand vous arrivez à l'hôtel, pour tous les hôtels de la planète. Ça veut dire que c'est une petite application qui monte, qui prévoit bien sûr la liste des arrivées et qui va décrire aux gens qui vous accueillent qui vous êtes, quelles sont vos préférences, quel type de nourriture vous préférez avoir, est-ce que vous voulez être près de la sortie ou bien au calme, etc., etc. Avec des to do, to say. Donc on a des recommandations en fait sur des anniversaires, sur vous venez de passer 100 000 points membre le club, ça fait 10 ans que vous avez fait le premier séjour chez nous, etc., etc. Pour rendre la relation avec le client toujours plus extraordinaire. À travers la revue et la compréhension des revues, ce que font les clients, moi, mes data scientists analysent ce qui est dit, ce qui permet aussi de donner le DNA de l'hôtel, mais aussi de comprendre quels sont les drivers de satisfaction du client et les drivers négatifs en fait de la satisfaction. Et donc on expose ça sur cette carte digitale très simple, parce qu'on simplifie la complexité pour celui qui accueille le client. Quels sont les 3 drivers de satisfaction qu'il faut pousser, quels sont les 3 qu'il faut surtout ne pas mettre en avant, parce que ça détruit la satisfaction chez les clients. Donc cette carte digitale, elle est déployée à travers la planète entière, donc il y a un enjeu de scalabilité pour pouvoir mettre à disposition cette information centralisée auprès de l'ensemble des hôtels et de le mettre toujours à jour pour que les to-do, to-say, pour que les listes d'arrivée soient mises à jour avec les dernières informations qu'on peut avoir sur les clients. Alors, pour finir, une dernière question. Quels seront les prochains chantiers à plutôt court terme à mener dans cette logique de cette continuité autour de la transformation digitale et de l'innovation ? Le conversationnel, de l'UX au VX. La recherche vocale. La recherche vocale. Tout ce qu'on a un petit peu mentionné, c'est comment est-ce qu'on va maintenant one step forward pour toutes les logiques d'intégration de data dans tout ce qu'on va faire. Puisque, enfin, juste pour rebondir sur la recherche vocale, on veut aussi être présent dans le salon des gens. Donc, on a commencé à le faire via la Google Home. On a eu la chance d'avoir été sélectionné pour être un des 8 partenaires pour le lancement de la Google Home. Donc, on travaille pour être présent aussi sur les autres enceintes vocales. Quand on sait que aux États-Unis, d'ici 3 ans, 75% des foyers seront équipés. Enfin voilà, et qu'en général ils ont quelques années d'avance chez nous, mais que la tendance suivra. Voilà, il faut qu'on puisse vraiment être présent et adresser et travailler avec ces acteurs que sont les GAFA pour vraiment être tiré parti de la puissance qu'ils peuvent et la caisse de résonance qu'ils peuvent nous proposer. Oui, chez moi, il y a un projet important là, qui est en train de mettre de l'intelligence artificielle dans les systèmes de revenu management pour qu'on apprenne beaucoup plus de données environnementales autour de nos hôtels, de prévoir les taux d'occupation et surtout d'essayer d'optimiser le revenu net, c'est-à-dire le revenu une fois qu'on a eu payé les commissions aux hôteliers et autres prestataires pour faire rentrer du monde dans l'hôtel. Donc ça va venir soutenir la stratégie omnichannel et derrière avec des briques de machine learning pour optimiser et apprendre. Et c'est là que d'ailleurs on travaille aussi beaucoup du coup pour exploiter toutes ces datas que tu vas récupérer sur les taux d'occupation des hôtels et les projections qu'on va pouvoir faire. C'est là qu'on travaille aussi beaucoup avec tous les partenaires, les Google, les Facebook, les comparateurs de prix, etc., pour permettre finalement d'ajuster et d'optimiser nos enchères selon ce qui va driver le plus de business à nos hôtels. Parce que, in fine, encore une fois, on en revient à cette notion de service provider, qui est une vraie transformation pour nous tous dans notre quotidien et dans notre propension et capacité à finalement adresser leurs besoins de remplissage de leurs hôtels du mieux possible et d'amélioration de l'expérience client in-hôtel au travers des solutions qu'on va développer pour eux. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Merci d'avoir partagé avec nous votre feuille de route et vous retournez sur Paris. Donc, on était ravis de vous avoir reçus. Merci encore. Merci à vous.